quand la brume s'installe sur les haies anglaises et que le silence s'épaissit dans les couloirs anciens, certains secrets, longtemps enfouis, remontent à la surface, sans fracas, mais avec une précision implacable. Dans cette histoire, chaque mot, chaque regard, chaque absence compte. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Alors, allons-y. Je n'avais plus entendu parler d'Henry Delgrave depuis la fin de la guerre, si ce n'est par le biais de quelques nouvelles mondaines dans le Times. Aussi, lorsqu'une lettre arriva un matin d'automne, à mon nom, portant son écriture nerveuse et penchée, je fus saisi d'un sentiment à la fois de nostalgie et d'étrange gravité. Le contenu, quoique bref, me troubla profondément. Henry m'y invitait à séjourner quelques jours à Highmoor Hall, sa propriété du Northumberland. Il évoquait la solitude, l'air vif du Nord, mais surtout, et cela m'interpella, la nécessité d'échanger avec un regard extérieur, objectif, si possible. Il me pria également d'amener mon ami M. Poirot, ajoutant qu'il avait entendu parler de ses talents, et qu'il aurait sans doute besoin de la sagacité d'un esprit vraiment méthodique. Je tendis la lettre à Poirot, qui la lut 2 fois en silence. Puis, levant un sourcil aigu et soignant la pliure du papier, il déclara avec son sourire énigmatique « Voilà, mon ami, une invitation comme je les aime, obscure, urgente et pleine de silence entre les lignes. Allons-y. » Le train ralentit à l'approche d'une petite gare battue par le vent. Des nappes de brouillard léchaient les collines environnantes, et les arbres dépouillés paraissaient dessiner des griffes noires dans le ciel. Highmoor, un nom austère pour une terre sans chaleur. À peine descendu du wagon, une voiture nous attendait, conduite par un homme au manteau d'uniforme gris et au visage fermé. Il n'échangea pas un mot, se contentant d'ouvrir la portière d'un geste sec. La route serpentait à travers des paysages austères, déserts et brumeux. Poirot gardait le silence, les doigts croisés sur sa canne, absorbé dans quelques réflexions intérieures. Quant à moi, je tentais de retrouver dans ma mémoire le souvenir du jeune Henry Delgrave, vif et moqueur, que j'avais connu sous les tentes de campagne. Enfin, à travers le rideau de brouillard, apparut la silhouette massive et un peu triste de Highmoor Hall. L'édifice semblait avoir surgi d'un autre siècle, figé dans la pierre et les secrets. Lorsque nous franchîmes le portail de fer, un corbeau s'envola brusquement d'un pain noueux. « Charmant accueil », murmurai-je. Poirot, quant à lui, fixait déjà la grande porte comme s'il y lisait quelque chose que moi seul ne pouvais encore percevoir. Henry nous accueillit dans le grand hall, aux boiseries sombres, un sourire fatigué, accroché au visage. Il avait vieilli, cela allait de soi, mais ce n'était pas l'usure du temps qui frappait. Quelque chose de plus profond, de plus intérieur, semblait l'avoir creusé. Son regard, bien qu'aimable, évitait parfois le nôtre avec une nervosité difficile à dissimuler. « Mon cher Hastings, quelle joie de te revoir. Et vous, monsieur Poirot, je suis honoré. Votre réputation vous précède. » Il nous conduisit dans un petit salon, où un feu paraissait dans la cheminée. Le thé fut servi, mais ni le sucre ni la porcelaine ne parvinrent à détendre l'atmosphère. Henry parlait vite, changeait de sujet, riait brusquement de choses anodines. « Il faut croire, dit-il en versant du lait dans sa tasse, qu'une vieille maison finit par influencer l'esprit de ses hôtes. Highmoor, à sa propre respiration, voyez-vous. » Poirot, toujours attentif, hocha la tête sans répondre. Je remarquai alors un détail anodin, mais révélateur. Les mains de Henry tremblaient légèrement lorsqu'il porta sa tasse à ses lèvres.
Le silence qui suivit ne fut troublé que par le crépitement discret du feu. Après un rapide rafraîchissement, nous fûmes conduits à nos chambres respectives. Le couloir que nous traversâmes était long, froid, faiblement éclairé. Les tableaux semblaient nous observer dans notre progression, et le tapis, usé par les années, étouffait nos pas. En croisant une femme de chambre, je lui adressai un sourire poli. Elle s'arrêta net, baissa les yeux et s'éclipsa sans un mot. Poirot, qui n'en avait pas perdu une miette, haussa un sourcil significatif. « Ils ont peur, » murmura-t-il. « Peur de quoi? De qui? » Cela, mon ami, nous le saurons bien assez tôt. Mais observez, ils ne regardent jamais vers l'aile est, comme si une partie de cette maison n'existait plus, ou n'existait que pour eux. Plus tard, en redescendant au rez-de-chaussée, je croisai le regard du majordome, un homme austère, aux cheveux grisonnants, raide comme un mur. Il s'inclina avec une lenteur mesurée, sans une parole. Même son silence semblait porteur d'ordre. Highmoor Hall, songeai-je alors, n'était pas simplement une maison ancienne, c'était une maison habitée, par le silence, par la gêne, par quelque chose que personne ne voulait dire. Le dîner fut servi dans une pièce basse, au plafond, à caisson. Autour de la table, les convives conversaient avec retenue, un médecin local à l'humour acide, une jeune femme aux yeux vifs, Clara, la nièce de Henri, et une vieille dame pâle qui mangeait sans dire un mot. Tout semblait réglé comme une cérémonie, sans naturel, sans chaleur. Ce fut au moment du dessert qu'Henri, comme distraitement, prononça un nom. Je pensais, peut-être, rouvrir la chambre noire. Un silence immédiat suivit ces paroles. La vieille dame cessa de mâcher. Clara fronça les sourcils. Le majordome, immobile près du buffet, sembla se figer un peu plus encore. « Cela fait longtemps, » murmura le médecin en reposant son verre. « Mieux vaut laisser certaines portes fermées, Henri. » « Et pourtant, » répondit-il calmement, « il est temps de cesser de fuir les ombres. » Poirot n'ajouta rien, mais je vis sa main se crisper un instant sur la nappe. Une tension imperceptible avait envahi la pièce, comme un courant d'air venu d'un lieu que l'on n'évoque jamais. Et pour la première fois depuis notre arrivée, j'eus l'impression que tout commençait réellement. Le lendemain matin, alors que le soleil tentait vainement de percer les brumes persistantes, Poirot me demanda de l'accompagner pour une promenade dans la galerie nord. Nous y croisâmes monsieur Gris, le majordome, qui s'inclina avec la même froideur cérémonieuse que la veille. « Dites-moi, mon cher Hastings, » demanda Poirot à voix basse, lorsque Gris eut disparu derrière une porte. « Avez-vous déjà vu un homme si parfaitement effacé ?»« Il me fait l'effet d'un automate, » répondis-je. « Irréprochable, mais glacial. Justement, c'est dans cette perfection qu'il faut chercher la faille. Cet homme vit dans le contrôle absolu, et ceux qui s'y enferment ne le font jamais sans raison. » Je repensai à l'étrange réaction du majordome lors de l'évocation de la chambre noire. Un léger tressaillement, une raideur, rien d'assez franc pour alerter, mais assez pour intriguer. « Il sait quelque chose, » poursuivit Poirot. « Il est le gardien du silence, le gardien des clés, au sens propre comme au figuré. » Nous descendîmes l'escalier sans un mot de plus, mais dans l'esprit de mon ami, je le sentais. Une première hypothèse prenait forme. Et comme souvent, elle trouverait sa confirmation, plus tôt que nous ne l'aurions cru. Le damné fut servi avec une ponctualité toute britannique dans la salle à manger lambrissée d'Highmoor Hall. Le majordome, Mr. Gryce, menait la danse avec une discrétion absolue, apparaissant et disparaissant comme une ombre bien dressée. Pourtant, derrière le cérémonial du service et la beauté des plats soigneusement présentés, une tension sourde flottait dans l'air. Clara Delgrave, la nièce de notre hôte,
arborait une élégance provocante, mêlée d'un ennui mal contenu. Son sourire semblait taillé pour masquer des pensées plus tranchantes. En face d'elle, le docteur Ashcroft, voisin et ami de la famille, s'exprimait avec une réserve clinique, pesant chaque mot comme s'il s'agissait d'un diagnostic. Plus loin, Mlle Ingham, installée à la gauche d'Henry, ne disait mot. Elle portait un collier de perles dont elle effleurait régulièrement le fermoir, comme un geste de réassurance muette. Quant au jeune homme, assis près de moi, Stephen Delgrave, le neveu héritier, il se montrait volubile, jovial à l'excès, lançant des anecdotes creuses et des compliments creux. Je n'étais pas le seul à percevoir le malaise ambiant. Poirot, installé entre Henry et Clara, hochait la tête avec courtoisie, mais ses yeux sombres observaient les visages avec l'intensité d'un homme comptant les battements de cœur d'une pièce entière. Ce fut Henry qui, le premier, tenta de rompre la glace. Il évoqua brièvement la guerre, les hivers rigoureux du Northumberland, puis le jardin d'hiver qu'il comptait restaurer. Mais ses phrases semblaient toujours inachevées, comme si chaque sujet dissimulait un autre, plus difficile à formuler. Clara, insolente, coupa court à l'évocation des travaux. « Ce manoir ne veut pas être restauré, oncle. Il est comme ces gens qui refusent la dette que refusent l'aide des médecins. Ils préfèrent mourir dignement. » Un silence gêné suivit. Le docteur Ashcroft sourit légèrement, mais ne dit rien. Je notais chez lui une manière de fixer Henry avec une curiosité appuyée, presque clinique. Était-ce la compassion du médecin, ou l'examen d'un homme dont il savait quelque chose que les autres ignoraient? Mlle Ingham, quant à elle, se contenta d'un murmure que je ne saisis pas, les yeux perdus dans la nappe. Stephen s'empressa de relancer la conversation avec une plaisanterie douteuse sur le vin de Porto, qui fit rire Clara, un rire trop aigu, trop soulagé. Poirot, toujours attentif, jouait le rôle du convive discret. Mais je sentais que, sous ses paupières mi-closes, il enregistrait chaque inflexion de voix, chaque respiration retenue. Le repas se poursuivait, mais personne ne mangeait avec naturel. Ce fut au moment du dessert qu'Henry commit ce que l'on pourrait appeler une imprudence, ou peut-être un acte délibéré. Après un silence prolongé, il leva son verre à demi rempli de Porto et déclara d'un ton presque badin, mais les yeux étrangement fixes, « Demain, je rouvrirai la chambre noire. » Il ne eut pas de réaction immédiate. C'était comme si les mots n'avaient pas été compris. Puis, je vis le visage de Mrs. Ellingham se raidir. Clara posa lentement sa fourchette, les yeux fixés sur son oncle. Le docteur Ashcroft fronça les sourcils. Seul Stephen tenta un rire qui mourut dans sa gorge. « Mon cher Henry, » dit le médecin avec une douceur feinte, « ce n'est peut-être pas une excellente idée. Cette pièce est fermée depuis des années. Pour une bonne raison, n'est-ce pas? » « Une raison que je n'accepte plus, » répondit Henry avec une fermeté surprenante. « Ce n'est pas en gardant les portes closes que l'on efface ce qui s'y est produit. » Poirot tourna légèrement la tête vers moi, et je compris à son regard que l'affaire, si affaire il y avait, venait de commencer. Le majordome, immobile derrière la chaise de Henry, avait baissé les yeux. Et moi-même, je ressentis un frisson, inexplicable mais tenace. Après le dîner, chacun regagna ses appartements sans empressement. Les pas sur les tapis semblaient plus lourds qu'à l'arrivée, et les adieux se firent à mi-voix. Je m'attardai quelques instants au bas de l'escalier, espérant quelques commentaires de Poirot. Mais il demeura silencieux, le menton penché, les mains croisées dans le dos. La maison était devenue plus sombre qu'à l'ordinaire, ou peut-être n'était-ce que mon imagination. Les couloirs semblaient étirés,
Le bois des marches grinçait d'une manière différente, et jusqu'au portrait suspendu au mur semblait détourner le regard. Je passai devant la porte de la bibliothèque, que j'aurais juré entrebâillée, mais il n'y avait personne. Une odeur de tabac froid flottait dans l'air. Plus loin, un soupir m'échappa quand je vis May Gryce apparaître au détour d'un couloir, sans bruit, comme s'il avait surgi des lambris. Je refermai la porte de ma chambre avec une certaine chatte, et cette nuit-là, je ne dormis pas très profondément. Je fus réveillé par 3 coups précipités à ma porte. Enfilant mon peignoir, je sortis dans le couloir encore plongé dans la pénombre de l'aube. C'était Stephen, le visage blême, les mains tremblantes. C'est Henry, mon oncle. Il est mort. Je suivis en hâte jusqu'au bureau. La porte était verrouillée de l'intérieur, et il fallut forcer la serrure. À l'intérieur, Henry Delgrave gisait dans son fauteuil, la tête renversée, un revolver tombé à ses pieds. Son visage figé affichait une expression que je n'oublierai jamais. Non pas de peur, mais de surprise douloureuse, comme celle de quelqu'un qui reconnaît trop tard une main familière dans son propre malheur. Le majordome avait alerté la police locale, et on s'empressait d'envoyer un télégramme. Poirot, déjà sur place, me fit signe de ne rien toucher. Il observait, silencieux, les moindres détails, la position du corps, l'angle du revolver, les cendres dans le cendrier. « Un suicide ?» dit le médecin en arrivant, l'air troublé. Pauvre Henry. Il ne parlait plus beaucoup ces derniers temps. « Peut-être, » dit Poirot d'une voix calme. Mais un homme qui tremble devant le passé ne se tire pas une balle avec tant de précision. Et il se pencha sur le bureau avec minutie. Poirot demanda à tous de quitter la pièce, à l'exception du médecin et de moi-même. Il fit le tour du bureau lentement, son regard passant d'un objet à l'autre comme un rayon de lanterne dans une cave encombrée. Il pointa du doigt la fenêtre, fermée de l'intérieur, et murmura « Trop bien verrouillé », comme si l'on avait voulu nous en convaincre. Puis il s'arrêta devant la table basse. « Ce plateau, mon cher Hastings, a été déplacé. Observez la trace de poussière sous le pied, et ici, un éclat de bois manquant sur le coin du bureau. Une lutte, une maladresse. » Il prit enfin le revolver avec un mouchoir. Modèle courant. Mais le calibre ne correspond pas exactement aux blessures décrites par le médecin. Curieux, n'est-ce pas? Je ne répondis pas. Je sentais déjà ce frisson particulier qui m'envahit chaque fois que Poirot commence à poser des questions non formulées à ma haute voix. « Vous verrez, Hastings, dit-il doucement, ce n'est pas la mort d'un homme que nous avons trouvé ce matin, c'est le retour d'un fantôme. » Et il sortit du bureau sans un mot de plus, me laissant là, seul, avec l'odeur âcre de la poudre et le silence figé du mystère. Il me semble que c'est toujours, au lendemain d'une mort, que Poirot devient le plus calme. Tandis que le personnel chuchotait dans les couloirs et que la police locale prenait des notes sur un carnet trop propre, mon ami se promenait lentement dans les salons, les corridors, les coins les plus discrets d'Highmoor Hall. Il murmurait parfois des mots pour lui-même, mais sans jamais s'arrêter. Il observait les cadres tordus, les tapis effilochés, les fleurs coupées, les portes fermées à clé. Je le suivais, un peu en retrait. « Vous cherchez quelque chose de précis ?» demandai-je enfin. « Toujours, mon ami. Mais je ne sais pas encore ce que c'est. » Il marqua une pause devant une console sur laquelle reposait un presse-papier en forme de poisson. « Ce n'est pas la mort d'Henry que je veux comprendre, Hastings. C'est le silence dans lequel elle s'est produite. Et dans une maison comme celle-ci, ce silence remonte plus loin qu'hier matin. » Je compris alors que pour Poirot, le véritable point de départ de l'affaire ne se trouvait pas dans le bureau, mais bien dans un passé soigneusement replié sur lui-même.
Ce fut en croisant Madame Ellingham dans le petit salon où elle passait ses après-midi à tricoter sans grande conviction, que Poirot lança doucement l'un de ses filets les plus efficaces. « Dites-moi, madame, vous souvenez-vous de l'année 1911 ? On m'a parlé d'un enfant, mort tragiquement dans la maison. » La vieille dame leva les yeux, et je crus y voir un éclat fugace, un mélange de crainte et d'étonnement. Elle posa son tricot et répondit d'une voix lente. « Oui, l'enfant. C'était un jour d'été, je crois. Le soleil tapait fort. On disait qu'il était tombé dans l'escalier, un accident. Mais on ne revit plus jamais sa mère. Et la chambre noire fut fermée le lendemain, comme si elle avait avalé quelque chose. » La mère, fit Poirot, les yeux plissés. Une gouvernante, il me semble. On ne parlait pas d'elle, on ne parlait plus de rien. On a dit que l'enfant n'était pas de la maison, et que cela valait mieux ainsi. Elle reprit son tricot sans rien ajouter, mais ses mains tremblaient, et son silence n'était pas celui de l'oubli, c'était celui de ceux qui savent, mais qui refusent de se souvenir. Ce fut dans les archives privées du bureau que Poirot mit la main sur une piste plus concrète. Tandis que les Delgrave faisaient mine de poursuivre leur deuil dans les salons, mon ami obtint du notaire local l'accès à certains papiers que Henry n'avait jamais vraiment détruits. Voyez ceci, Hastings, une lettre de recommandation datée de juin 1911, signée par Henry lui-même, à destination d'une certaine Mademoiselle D., ancienne gouvernante congédiée sans préavis. Ce n'est pas banal. Je pris le papier. L'écriture d'Henry y semblait plus raide, plus hésitante. La notation « confiance partielle » à surveiller y figurait en marge dans un coin. Cela n'a rien d'une recommandation enthousiaste, murmurai-je. Justement, elle a été rédigée pour la forme, mais l'on sent qu'il y avait gêne, conflit, et peut-être une menace. Poirot ouvrit un second tiroir et en sortit un inventaire des employés de la maison. Le nom de la gouvernante n'y figurait plus, effacé, rayé, comme dissous. Cette femme a perdu son enfant ici, Hastings, et personne ne semble vouloir se rappeler qu'elle a existé. Je le regardai longuement, et une question me vint que je n'osais formuler. La vérité, si on la retrouvait, était-elle seulement tolérable? Poirot entreprit ensuite d'interroger les domestiques un par un, non pas de façon officielle, mais avec cette discrétion habile qui le caractérise. Il se promenait dans les couloirs, s'arrêtait dans les offices, échangeait quelques mots sur le temps, le thé, les fournitures de nettoyage, puis glissait une question dans le tissu du banal. La cuisinière, Mamie Zadwell, une femme au visage rougeau, affirma n'avoir jamais entendu parler de la gouvernante. Elle insista un peu trop. « J'ai toujours travaillé ici, monsieur, mais c'était bien avant moi. Ça, les histoires. Il ne faut pas remuer les vieilles ombres. Le jardinier, un certain Edgar, ancien militaire, eut un mouvement d'épaule évasif. J'étais jeune à l'époque. On m'a dit que c'était un accident, mais vous savez, ici, les murs ont une mémoire, et parfois, la terre ne rend pas tout ce qu'on lui donne. » Poirot se tourna vers moi, après chaque échange, l'œil brillant. « Remarquez-vous, mon ami, qu'aucun ne nie franchement. Il contourne, il lisse, il change de sujet. Et surtout, ils évitent toujours de prononcer un nom. Ce n'est pas l'oubli. C'est une forme de pacte. Et dans cette maison, songeai-je, les pactes de silence sont plus solides que bien des promesses écrites. Ce fut lors du déjeuner du lendemain que Stephen Delgrave se montra plus bavard que de coutume. Vêtu avec un soin presque théâtral, il abordait tous les sujets, sauf l'unique qui pesait sur toutes les conversations, la mort de son oncle.
Vous savez, monsieur Poirot, mon oncle était un homme, disons, difficile, très secret, très attaché à certaines convenances. Poirot lui sourit poliment. Et vous, monsieur Stephen, êtes-vous homme à respecter les secrets de famille? Stephen rit, un peu trop fort. Les secrets de famille sont comme les caves humides, monsieur Poirot. On les garde fermés tant qu'on peut. Je notais qu'il évitait soigneusement de parler de la chambre noire, de la gouvernante, de tout ce qui remontait à l'année 1911. Chaque tentative de détourner la conversation vers ce sujet se heurtait à une pirouette ou à un compliment jeté en l'air. Un homme charmant, soufflai-je à Poirot. Trop charmant, Hastings. Le charme est parfois le plus beau camouflage pour une peur très ancienne. Je compris alors que Poirot ne voyait pas en Stephen un coupable évident, mais bien un complice passif d'un silence qui durait depuis trop longtemps. En fin d'après-midi, alors que le manoir s'enveloppait à nouveau dans ses ombres feutrées, Poirot s'arrêta dans la galerie est. Il resta là plusieurs minutes, immobile, à humer l'air comme un chien de chasse à l'orée d'une piste. « Il y a ici quelque chose, Hastings, quelque chose de suspendu. » Une odeur? Non, un souvenir, un vestige, le genre d'émotion que les murs gardent malgré le temps. Je me tus, et lui poursuivit plus doucement. Tous les chemins que nous avons empruntés depuis la mort de M. Delgrave nous ramènent au même point. L'année 1911, la chambre noire, l'enfant. La femme dont on a effacé le nom. Il fit quelques pas, puis ajouta « Ce que je cherche, ce n'est pas qui a tué Henry. Ce que je cherche, c'est pourquoi il devait mourir maintenant et non pas avant. Et je vous le dis, mon ami, la réponse est cachée dans une histoire qu'on a volontairement ensevelie. » Il se retourna lentement vers moi, et ses yeux brillaient d'une intensité rare. Ce crime ne parle pas de haine, il parle de honte. Il y avait chez monsieur Gris une forme de dignité si absolue qu'elle en devenait presque suspecte. Il ne haussait jamais le ton, ne laissait échapper aucun geste inutile, et son regard, droit sans être intrusif, semblait avoir été calibré selon une discipline militaire dont il n'avait jamais dévié. Et pourtant, c'était peut-être cette exactitude même qui éveilla l'attention de Poirot. « Mon ami, » me dit-il en refermant lentement son carnet de notes, « vous connaissez l'histoire du valet trop silencieux? C'est celle que personne n'écrit jamais, parce qu'elle est justement trop parfaite pour éveiller la méfiance. Mais Grice n'a rien dit d'inapproprié. Justement, il ne dit jamais rien, et il voit tout. C'est là l'apanage des serviteurs fidèles et des témoins dangereux. » Je haussai les épaules, mais quelque chose en moi s'accordait à l'intuition de Poirot. Gris flottait dans les couloirs d'Agmour comme un gardien de tombe. Non pas un complice apparent, mais peut-être un complice involontaire de l'oubli. Et dans une maison marquée par le silence, cela suffisait déjà à éveiller les soupçons de celui qui traque l'ombre derrière les habitudes. Ce fut en fouillant les registres des anciens employés, conservés dans un coffre discret du bureau, que Poirot confirma ce que son instinct soupçonnait déjà. M. Grice servait la famille Delgrave depuis exactement 30 ans, date pour date, et surtout il était en poste lors de l'été 1911. « Voilà qui est intéressant, » dit-il, en faisant glisser du bout des doigts la fiche jaunie par le temps. « Voyez cette annotation. Présence constante, fiabilité absolue. On pourrait la graver sur sa pierre tombale, non? » Je tentais de plaisanter, mais mon malaise grandissait. Que Grice ait été présente à l'époque du drame n'était en soi ni criminel ni rare. Mais la fidélité excessive, cette capacité à traverser les décennies sans jamais attirer le moindre soupçon, évoquait moins la loyauté que la prudence.
Une prudence ancienne, enracinée. Et si ce n'était pas la peur d'un employeur qui le retenait ici, suggéra Poirot, mais celle d'un homme qui sait qu'il ne doit jamais partir trop loin du lieu d'un mensonge? Je ne répondis pas. J'imaginais soudain Gris, plus jeune, se tenant dans un couloir obscur, une vérité sur les lèvres, et choisissant le silence, pour toujours. L'affaire prit un tour plus troublant encore, lorsque Poirot interrogea le majordome à propos de la chambre noire. Ce dernier répondit avec son calme coutumier. « Elle est verrouillée depuis 1911, monsieur. Sur ordre de feu, monsieur Delgrave, père. Et cette clé, ajouta-t-il en sortant un trousseau impeccable, n'a plus été utilisée depuis ce jour. Poirot observe la clé, fine et ancienne, comme on observerait une relique. Et elle est restée entre vos mains tout ce temps. Je n'ai fait que respecter les ordres, monsieur. Il m'appartenait d'en conserver la garde, tant que la famille ne décidait pas autrement. Il n'y avait dans sa voix ni embarras, ni fierté. Simplement une neutralité si parfaite qu'elle en devenait suspecte. Je vis le regard de Poirot se durcir un instant, comme s'il venait d'ajouter une pièce essentielle à son échiquier mental. Un homme ne garde pas la clé d'une pièce qu'il n'ouvre jamais sans que cela ne laisse des traces dans sa conscience, murmura-t-il, une fois Gris reparti. Et je compris que cette clé n'était pas un objet, c'était un pouvoir, celui de garder une porte fermée sur une vérité ancienne, trop lourde pour être libérée. Lorsque la police demanda à chaque membre du personnel de consigner ses allées et venues le soir du meurtre, M. Gryce fut le premier à présenter un emploi du temps d'une précision remarquable. Chaque déplacement était noté, chaque interaction mentionnée, à la minute près. J'étais dans l'office de 21h à 21h20 en compagnie de Mrs. Hadwell, puis dans la galerie de 21h25 à 20 et 1h35 pour éteindre les lumières. Ensuite, dans la buanderie, Poirot écoutait, les bras croisés, sans l'interrompre. Puis il remercia poliment. « Un alibi admirable, soufflai-je. Admirable, oui, et donc suspect. » Il me jeta un regard plein de cette ironie, douce dont il avait le secret. Quand un homme vous offre une mémoire parfaite pour une nuit banale, c'est qu'il a préparé son récit. N'oubliez jamais cela, Hastings. Plus tard, il interrogea Madame Hadwell. La cuisinière confirma les horaires de Gryce, mais hésita sur les détails. Il était là, oui, enfin, je crois. Peut-être était-ce plus tôt ou plus tard. J'avais le soufflet. Poirot se pencha vers moi. Vous voyez, lui se souvient à la minute. Elle, à l'odeur du four. Ce sont deux vérités qui ne coexistent pas. Et dans cet écart naissait une faille, peut-être même le point d'entrée du crime. Ce fut dans la bibliothèque qu'un nouvel élément, inattendu, apparut. Poirot fouillait la haute étagère, où étaient rangés les livres de prière et les bibles de famille, lorsqu'il s'arrêta soudain. « Ici, mon ami, ce volume n'a pas été déplacé depuis des années. Voyez la poussière sur les autres et son dos légèrement différent. » Il sortit le livre avec soin, une bible d'apparat, à tranches dorées, visiblement offerte lors d'une cérémonie ancienne, et entre deux pages, une photographie ancienne, en noir et blanc, glissée là sans commentaire. L'image représentait d'un homme debout, en uniforme de service, tenant dans ses bras un enfant d'environ 4 ans. Le visage de l'adulte était reconnaissable, gris, plus jeune, mais celui de l'enfant était flou, mal cadré, comme s'il avait bougé au moment de la prise. Poirot fixa l'image longuement. Voilà ce que l'on cache dans les livres saints. Ce que la mémoire refuse, le papier le garde. Je frémis. Était-ce son fils, un proche, un enfant confié? Pourquoi cacher cette photo ici? Pourquoi ne pas l'avoir détruite? Non, Hastings,
Ce n'est pas un souvenir, c'est une trace de culpabilité, soigneusement camouflée dans les mots de Dieu. Et son regard s'assombrit. Poirot fit discrètement passer la photographie à chacun des membres de la maison. Il ne disait rien, la posait simplement sur une table et observait les réactions. La réponse fut toujours la même. Un froncement de sourcils poli, un silence gêné, puis un déni. « Je ne sais pas qui est cet enfant, » dit Stephen. « Il ressemble à tant d'autres. Ça doit être ancien, » murmura Clara. « Avant ma naissance, je n'ai jamais vu ce cliché. »« Ce n'est pas moi qui l'ai rangé là, » ajouta Mrs. Ellingham, en effleurant le papier du bout des doigts, avant de détourner le regard. Mais Poirot, lui, notait autre chose. Non pas ce qu'il disait, mais comment il le disait. Une gêne collective, sans concertation. Une forme de reconnaissance silencieuse, commune, et parfaitement dissimulée. Aucun d'eux ne nie catégoriquement Hastings, et surtout, aucun ne pose la question logique « Pourquoi avez-vous cette photo ?» Je comprenais. Le mutisme n'était pas de l'ignorance, c'était une omission volontaire, une volonté partagée d'effacer un visage qu'ils n'avaient jamais eu le droit de regarder, ou peut-être qu'ils avaient regardé trop longtemps, et dans ce visage effacé murmurait déjà la vérité. Poirot, en homme d'ordre, choisit de débuter son tour d'horizon par Clara Delgrave. La jeune femme, nerveuse et directe, avait toujours montré une franchise désarmante, parfois proche de l'impertinence. Elle nous reçut dans le petit salon, cigarette aux lèvres, les jambes croisées avec une insolence presque calculée. « Mon oncle voulait faire de moi une femme acceptable, » dit-elle. « Il n'a jamais compris que je préférais vivre plutôt que paraître. » Poirot, assis face à elle, l'observait avec la douceur d'un homme qui connaît le terrain miné de l'insatisfaction familiale. « Et pourtant, mademoiselle, vous étiez nommée dans son testament. Cela vous suffisait-il » Elle haussa les épaules. « Suffisait ? Ce n'est pas la question. Ce testament était un jeu de pouvoir. Il voulait m'attacher à cette maison, à ses règles, à ses silences. Moi, je voulais juste partir. »« Mais vous n'avez pas fui, » fit Poirot doucement. « Vous êtes resté. » Elle le regarda un instant, le visage fermé. « Parce que j'espérais qu'un jour, il dirait la vérité. » Je sentis dans cette phrase une faille, un soupçon de regret. Et peut-être, oui, une rancune assez ancienne pour engendrer une haine, ou un désir de justice à sa manière. Stephen nous reçut dans la serre, où il s'appliquait à arroser des orchidées, comme si leur sort avait la moindre importance. Il arborait son sourire coutumier, ce masque de légèreté qui, à mes yeux, commençait à fissurer. « Monsieur Poirot, je suis tout à vous, mais je crains de ne rien pouvoir vous apprendre. Les finances de mon oncle, austères, sa vie, monastique, sa mort, hélas, déplorable. Et les vôtres, vos finances, monsieur Stephen ?» Le sourire se crispa, à peine. « Je suis un homme moderne. Les investissements, ça monte, ça descend. Vous comprenez ?» Mais Poirot, implacable, sortit de sa poche un relevé succinct obtenu grâce à une correspondance discrète avec une banque de Londres. 3 créanciers majeurs, une dette sur une automobile, un prêt personnel, rien d'illégal, mais suffisant pour susciter l'impatience. Stephen resta silencieux un instant, puis éclata de rire. « Vous êtes redoutable, mais croyez-moi, j'avais tout intérêt à ce que mon oncle reste en vie. Il payait encore mes études de droit, figurez-vous. » Je le regardais. Ce rire, trop rapide, trop sonore, avait un goût amer. Était-ce là l'humour d'un homme acculé, ou l'assurance d'un joueur de longue date qui connaît bien les règles du bluff? Le docteur Ashcroft nous accueillit dans son cabinet, une pièce envahie d'ouvrages médicaux aux titres aussi rassurants qu'opaques. C'était un homme d'apparence sévère,
au regard calme mais distant. « Monsieur Poirot, dit-il en s'asseyant, je suppose que vous souhaitez m'interroger sur la santé de Henry. Soit. Elle était déclinante, pas au point de justifier un suicide, mais assez pour alimenter certaines angoisses. Angoisses liées à quoi? À la maladie? Ou à autre chose? Le médecin hésita, puis croisa les bras. Henry avait développé une forme d'hypertension mêlée à des troubles du sommeil. Je lui avais proposé un traitement plus radical. Il a refusé. Il disait que certains souvenirs ne devaient pas être assoupis. Je n'ai jamais compris ce qu'il entendait par là. Et ce désaccord vous a-t-il affecté, personnellement? J'ai prêté serment. Mais je suis aussi un homme. Henry me considérait comme un intrus, je le savais. Il écoutait à peine mes conseils. Cela crée une frustration. Pas un mobile, monsieur Poirot. Juste un malaise. Poirot resta pensif. Puis il murmura. Parfois, la médecine échoue à soigner, ce qui pourrit depuis trop longtemps dans l'âme. Le docteur Ashcroft ne répondit pas. Il fixait un point dans l'espace, comme s'il revivait une scène qu'il ne pouvait pas nommer. Nous terminâmes notre ronde par Madame Ellingham dans le pavillon ouest. Elle tricotait, comme toujours, mais ses gestes semblaient mécaniques, presque déconnectés de la réalité. « La nuit dernière, dit-elle sans préambule, j'ai vu quelqu'un passer sous ma fenêtre, une silhouette, grande, lente. Je ne suis pas folle, monsieur Poirot. Pas encore. » Poirot s'approcha doucement. « Vous avez vu un homme, une femme, une ombre, rien de plus. Elle venait du jardin et remontait vers le manoir. Je me suis levé. J'ai regardé l'horloge. Il était 23 heures, j'en suis certaine. Ensuite, j'ai entendu une porte se refermer. Et vous n'en avez parlé à personne? Qui m'aurait cru? On dit que je perds la tête. Mais je me souviens de certaines choses mieux que vous tous réunis. » Poirot posa une main légère sur le rebord du fauteuil. « C'est justement pour cela que je suis ici, madame. » Elle leva vers lui un regard plus vif qu'on ne l'aurait cru. Henry savait des choses qu'il aurait dû oublier, et d'autres qu'il n'aurait jamais dû taire. Vous comprenez, monsieur Poirot? Cette maison ne tolère ni l'oubli, ni la vérité. Et dans cette phrase, plus claire que toutes les autres, il y avait une clé. Pas une preuve, certes, mais un aveu voilé, celui d'un passé que même les plus anciens ne voulaient plus nommer. Je compris que Poirot préparait quelque chose lorsque je le surpris, dans la bibliothèque, en train de rédiger une lettre à la main, geste rare chez lui, qui préférait habituellement la machine ou les télégrammes. Le papier était de qualité, l'encre bleue, l'écriture lente et soignée. Il cacheta le tout avec soin, avant de me tendre l'enveloppe. « Pourriez-vous, mon ami, la déposer dans le couloir principal, bien en vue, à 17 heures précises. » Et à qui est-elle destinée? À personne. Elle ne sera jamais postée, mais elle parlera à celui qui a des oreilles dans cette maison. Je fis ce qu'il m'avait demandé, intrigué. L'enveloppe portait l'entête du notaire des Delgrave et l'inscription manuscrite à l'attention de M. Stephen Delgrave, personnel et confidentiel. Le piège était tendu. À peine une heure plus tard, alors que je feignais de lire près du vestibule, je vis Stephen s'approcher d'un pas nonchalant. Il jeta un œil alentour, s'empara de l'enveloppe et disparut dans le petit salon. Je rejoignis discrètement Poirot, qui m'attendait déjà. « Il a ouvert la lettre ?» demanda-t-il, sans l'ombre d'une hésitation. Poirot hocha lentement la tête. « Et demain matin, nous annoncerons une prétendue modification du testament. Croyez-moi, Hastings, il viendra nous trouver de lui-même, car les menteurs les plus habiles sont souvent les plus nerveux. » Et il avait raison. Le lendemain matin, Stephen, plus pâle que de coutume, demanda à parler à Poirot en privé.
Je fus invité à assister à l'entretien, que mon ami mena avec cette douceur feutrée qui dissimule tant de clairvoyance. « Vous vouliez me voir, monsieur Delgrave ?» Stephen hésita, se pinça les lèvres, puis lâcha. « J'ai reçu une lettre concernant le testament. Il semble que mon oncle envisageait de me retirer ma part. » « Une lettre ?» s'étonna Poirot. « Et que vous a-t-elle inspiré, cette hypothèse ? Franchement, la colère, la déception, l'injustice. J'ai passé des années à l'aider, à lui plaire. Et maintenant… » Poirot hocha la tête, compatissant. « Cela vous a-t-il donné envie de hâter l'ouverture de la succession ?» Stephen se leva brusquement. « Vous n'imaginez tout de même pas que j'ai pu… » « Non, monsieur Delgrave, je n'imagine rien. Je constate. Et ce que je constate, c'est que vous êtes tombé dans un piège, mais pas dans le bon crime. » Le jeune homme ouvrit la bouche, abasourdi. « Vous avez menti. Mais mal. Vous avez eu peur, trop tôt. Le véritable assassin, lui, ne tremble pas à la vue d'une enveloppe. Il prévoit, il ajuste, et surtout, il n'agit pas pour l'argent, mais pour le silence. » Stephen resta là, figé. Poirot, déjà tourné vers la porte, conclut d'une voix presque lasse. « Vous êtes un bon menteur, monsieur, mais vous n'avez pas menti pour tuer. » Il me fallut un long moment pour me convaincre que Poirot n'avait pas seulement besoin de moi, mais qu'il comptait réellement sur mon aide. Ce matin-là, il me regarda d'un air grave, les mains croisées derrière le dos, tandis que nous longions le couloir du premier étage, silencieux comme un tombeau. « Hastings, » dit-il, « nous devons entrer dans la chambre noire. » Je m'arrêtai net. « Vous plaisantez. Vous-même avez dit que cette pièce était scellée depuis plus de 17 ans. Et Henry avait expressément refusé qu'on l'ouvre. Justement, mon ami, Henry voulait l'ouvrir, et il est mort. Ce lien, vous le sentez, n'est-ce pas? Cette pièce contient quelque chose, non pas un fantôme, mais une clé. Pas de serrure, Hastings, mais de vérité. » Il sortit de sa poche une clé ancienne, celle que M. Grease avait confiée à regret, sous le poids d'un mensonge trop ancien pour être nié. « Vous êtes certain que c'est prudent ? » ?»« Non, mais il n'est plus temps pour la prudence. » Il n'y avait plus personne dans le couloir. Nous étions seuls, comme dans un acte sacrilège que la maison elle-même semblait redouter. Lorsque Poirot introduisit la clé dans la serrure, un frisson me parcourut. Le loquet céda avec un cliquetis sourd, et la porte s'ouvrit lentement. Ce que nous découvrîmes n'était ni effrayant, ni impressionnant. Et pourtant, je n'oublierai jamais la sensation que j'éprouvais en posant le pied dans cette pièce. Un silence d'un autre temps y régnait. Tout y semblait intact, comme si l'air lui-même avait refusé de bouger depuis des années. C'était un atelier de photographie, avec son rideau noir suspendu, une chaise droite placée devant une toile décolorée, et une odeur persistante de produits chimiques asséchés. Poirot avançait lentement, comme s'il pénétrait dans un sanctuaire profané. Il effleura un boîtier en bois, examina les plaques oubliées sur une étagère, lut un nom gravé au crayon sur le rebord d'un négatif. E.G. Le temps, Hastings, dit-il doucement, ne détruit pas toujours. Parfois il conserve pour mieux accuser. Il se pencha vers une pile de cahiers reliés, des listes, des notes, des pauses, des dates. Regardez, juin 1911, le dernier jour consigné ici correspond exactement au décès de l'enfant. Je frémis. Et rien n'a été modifié depuis? Non. Ce lieu n'a pas été violé. Il a été abandonné. Et cette nuance, dans la bouche de Poirot, avait le poids d'une déposition. Ce que l'on abandonne volontairement est souvent ce que l'on craint le plus de retrouver. Nous étions sur le point de repartir lorsque Poirot s'arrêta net, les yeux fixés
sur le mur du fond. Il fit 3 pas, s'agenouilla, puis tapota doucement du bout des doigts le panneau de bois. Un son creux. « Hastings, ceci n'est pas un mur, c'est un rideau figé dans le bois. » Je m'approchai. En effet, l'alignement des planches n'était pas régulier. L'une d'elles formait un rectangle aux angles discrètement découpés, comme une porte oubliée dans la structure même de la pièce. Poirot sortit de sa poche un canif, glissa la lame dans l'interstice et leva doucement la planche. Derrière une cavité, une petite cache sombre, protégée du temps, où une malle reposait, couverte de poussière. Je voulus l'ouvrir. Doucement, Hastings. Chaque geste ici est un aveu. Nous soulevâmes le couvercle. À l'intérieur, des objets soigneusement rangés, des gants d'enfant, une petite boîte à musique cassée, et au fond, une enveloppe scellée, sans nom. Poirot ne la toucha pas. Pas encore. Ce que je veux voir d'abord, ce sont les photographies. Un album, relié de cuir, gisait contre la paroi. En l'ouvrant, nous comprîmes aussitôt que ce que nous avions trouvé n'était pas seulement caché, c'était interdit. Car toute mémoire devient menace quand elle révèle un lien qu'on avait nié. L'album s'ouvrait avec une raideur douloureuse, comme si le cuir lui-même refusait de se laisser manipuler. Les premières pages montraient des portraits classiques, des paysages, des fleurs, une jeune femme au regard discret, peut-être la gouvernante disparue. Puis, au fil des pages, l'enfance fit irruption. Un enfant, le même, encore et encore. 2, 3, 5 ans peut-être. Toujours le même visage, parfois souriant, parfois sérieux. Et toujours, près de lui, une silhouette reconnaissable, même jeune, Monsieur Gryce. Poirot tourna les pages lentement. Voici la vérité que l'on a scellée, mon ami. Regardez ces gestes. Ce ne sont pas ceux d'un employé, ce sont ceux d'un père. Je sentis mon souffle se suspendre. Vous pensez que l'enfant était son fils ou son petit-fils? Peu importe la légalité. Ce qui compte, c'est la relation. Et cette relation était secrète, honteuse aux yeux d'une époque, inavouable aux yeux d'un homme comme Henry. Un cliché retint particulièrement l'attention de Poirot. L'enfant tenait une fleur dans la main, et derrière lui, au loin, on distinguait les marches d'Highmoor Hall. Ils venaient ici, dans cette chambre. C'était leur refuge, leur monde. Et puis, plus rien. L'album s'arrêtait brusquement. La dernière page était arrachée. Une coupure nette, murmura Poirot, comme une vie qu'on aurait déniée. Je regardais mon ami. Dans ses yeux, ce jour-là, brillait moins la satisfaction de l'enquête que la tristesse d'un homme qui venait de déterrer un amour honteusement sacrifié. Les photographies n'avaient pas seulement figé un enfant dans l'innocence, elles avaient aussi murmuré un lien plus profond, plus compromettant. Poirot referma l'album avec lenteur, comme s'il tenait entre ses mains non pas des images, mais une confidence étouffée par les années. « Hastings, dit-il sans détour, cet enfant était le fils de Monsieur Gryce et de la gouvernante dont personne ici ne veut prononcer le nom. Je restais interdit. Vous en êtes certain? Certain à 95%. Et cela suffit à l'esprit logique. Trop d'éléments convergent, la proximité visible entre l'homme et l'enfant sur les clichés, la disparition soudaine de la jeune femme, l'effacement méthodique de tout ce qui pouvait la rattacher à cette maison. Il se leva, fit quelques pas. Gryce a gardé le silence, non pas pour se protéger lui-même, mais pour protéger une mémoire. Un lien charnel, peut-être honteux à ses propres yeux, mais inaltérable. Je repensais à son visage impassible, à ses gestes réglés comme une horloge. Et si toute sa vie n'avait été qu'un exercice de contrôle, pour ne jamais laisser le passé remonter à la surface?
un majordome avec un fils illégitime, dans une maison aristocratique et austère. C'était intolérable, Hastings. Intolérable pour Henry. Intolérable pour le monde d'alors. Alors, on a fait ce que font les familles anciennes. On a effacé. Mais effacer un enfant n'est pas une opération morale. C'est un mensonge qu'on entretient chaque jour avec le silence des autres. Et ce silence, à Highmoor, criait enfin. Le visage de Poirot, ce jour-là, n'était pas celui du triomphe. Il y avait chez lui une forme de tristesse lucide, un poids dans la voix qui trahissait une compréhension douloureuse plutôt qu'une simple conclusion. L'enfant n'est pas mort par accident, Hastings. Je le regardais, muet. Il poursuivit. Il est mort dans la chambre noire, mais pas d'une chute, pas d'une négligence. Il est mort de la peur que suscitait sa présence, d'une peur sociale, morale, familiale. Henry a couvert le drame. Il a offert à Grease un mur de silence, et Grease a accepté ce mur comme un tombeau. Je me souvenais de cette phrase de Mrs. Ellingham. Henry savait des choses qu'il aurait dû oublier, et d'autres qu'il n'aurait jamais dû taire. Elle prenait soudain une autre résonance. La chambre noire n'était pas seulement le lieu d'un crime, elle était le réceptacle d'un pacte entre deux hommes, l'un puissant, l'autre serviteur, l'un soucieux de la réputation, l'autre rongé par la honte. Ils ont étouffé ensemble ce qui aurait dû être pleuré, dit Poirot. Il s'assit, l'air las. Et voilà pourquoi Henry devait mourir maintenant. Parce qu'il s'apprêtait à parler. Parce que le silence avait trop duré. Et Grice, le majordome irréprochable, n'a pas supporté l'idée qu'on ouvre enfin la porte. Je compris alors que le mobile n'était ni l'argent ni la vengeance. C'était la loyauté déformée, une loyauté maladive, douloureuse, mortelle. Et c'était sans doute, de toutes, la plus dangereuse. La convocation fut brève, presque sèche. Poirot demanda que tous les membres de la maison se réunissent dans le grand salon à 19 heures précises. Il n'y eut pas de prétexte mondain, ni de fausse politesse. On comprit aussitôt, à la manière dont le message fut transmis, que le temps du deuil feutré laissait place à celui de la vérité. Lorsque nous entrâmes, la lumière était tamisée, les rideaux tirés, et l'air semblait avoir changé de texture. Miss Ellingham arriva la première, le châle bien tiré sur les épaules. Puis vinrent Clara, Stephen, le docteur, Ashcroft, enfin Mr. Gryce, qui ferma la marche d'un pas calme, les mains croisées dans le dos. Poirot prit place devant la cheminée. Il ne s'assit pas. Il attendit que le silence s'installe, ce qui ne prit guère plus de 10 secondes. « Mesdames, messieurs, dit-il simplement, je vous remercie d'être venus. Ce que j'ai à dire n'est ni agréable, ni abstrait. C'est le fruit d'une observation patiente et d'une logique que rien n'a su égarer. Ce soir, la vérité entre dans cette pièce, et croyez-moi, elle n'en ressortira pas. » Il fit alors un pas en avant. La scène pouvait commencer. Le meurtre de M. Henry Delgrave, commença Poirot, n'a pas été le fruit de l'impulsivité. Il a été orchestré avec soin. Et comme toujours, c'est la minutie excessive qui trahit celui qui veut dissimuler. Il se tourna légèrement vers moi, puis vers la porte. Aucun bruit dans la maison, pas même le craquement d'une planche. On a voulu faire croire à un suicide. Une pièce fermée de l'intérieur, un revolver au sol, un homme seul, rongé par les souvenirs. Voilà pour l'apparence. Mais l'apparence est souvent le plus grand des mensonges. Il leva un doigt. La porte était verrouillée? Oui, mais de l'intérieur. Pas nécessairement. Le mécanisme est ancien, et un crochet dissimulé pouvait aisément la refermer de l'extérieur à l'aide d'un fil. Le revolver, il n'était pas de calibre compatible avec les blessures constatées. Et pourtant,
Il reposait là, comme une signature. Clara se tendit. Stephen pâlit. Seul Gris restait impassible. Quant aux témoignages, certains ont été trop précis, d'autres volontairement vagues. Ce n'est pas la mémoire qui trahit, messieurs, dames, c'est le besoin de convaincre. Poirot marqua une pause, balaya la pièce du regard. Et dans cette maison, l'on a voulu convaincre à tout prix, pour protéger une vérité bien plus ancienne que le crime lui-même. Poirot se tourna alors lentement vers Monsieur Ray Grice. Vous avez servi cette famille pendant 30 ans, sans faute, sans bruit. Vous avez été, pour reprendre les mots d'Henry lui-même, l'âme silencieuse de Highmoor. Mais parfois, Monsieur Gris, le silence devient un poison. Le majordome ne bougea pas. Il fixait Poirot de ses yeux d'acier poli. Vous n'avez pas tué par intérêt. Vous n'avez pas tué par colère. Vous avez tué parce qu'Henry allait briser un pacte. Le dernier. Celui qui protégeait une histoire que vous aviez tous deux enterrée dans cette chambre noire. Un souffle traversa la pièce. Henry avait décidé de parler, de dire ce qu'il s'était réellement passé en 1911, de reconnaître l'enfant, de révéler le nom de sa mère, et peut-être de réparer. Poirot s'approcha d'un pas. Mais vous ne pouviez pas le permettre. Vous avez vécu dans l'ombre de ce secret, Monsieur Gris. Vous avez fait de votre silence un monument. Et lorsqu'il a vacillé, vous avez cru devoir le défendre jusqu'à la dernière extrémité. Il ne créa pas. Il ne haussa pas le ton. Il y avait dans sa voix une forme de compassion presque douloureuse. Vous avez tué Henry Delgrave, non par haine, mais par une loyauté si déformée qu'elle en est devenue crime, et personne, dans la pièce, ne le contesta. Henry Delgrave, poursuivit Poirot après une pause, s'apprêtait à modifier son testament. Pas pour exclure Clara, ni Stephen, mais pour ajouter un nom oublié, un nom effacé, celui d'un enfant qu'il n'avait jamais reconnu, mais qu'il s'était enfin résolu à réparer. Il sortit un document, plié, jauni. Ceci est un brouillon, retrouvé dans la table du bureau, non signé, mais daté de la veille de sa mort. Il y stipule l'intention de léguer une partie de ses terres, non pas à un héritier légitime, mais à un certain Edward J., aujourd'hui adulte. Et d'après les photographies retrouvées dans la chambre noire, Edward J. était l'enfant de Mr. Grice. Stephen fronça les sourcils. Clara ne disait rien. Imaginez ce que cela aurait représenté. Un majordome reconnu comme père d'un héritier indirect. Un enfant né hors des conventions, hors des murs. Et un homme, Henry, qui décide enfin de lever le voile. Poirot laissa tomber le document sur la table. Vous avez cru, Monsieur Gris, que ce geste allait profaner l'ordre que vous aviez servi. Mais en réalité, c'était le seul acte de justice possible. Un silence tomba, lourd, presque respectueux. Même le médecin détourna les yeux. Le testament ne fut jamais signé. Mais la vérité, elle, l'était, enfin. Poirot poursuivit d'une voix calme, presque professorale. Quant à la scène du crime elle-même, elle n'était qu'un théâtre bien agencé. La pièce était verrouillée, oui, mais le système de fermeture permettait, avec un simple fil passé sous la porte, de rabattre le verrou depuis l'extérieur. Henry ne l'aurait jamais utilisé seul. Ce mécanisme suppose une préparation. Il se tourna vers moi. Hastings a noté l'odeur de tabac froid dans le couloir. Elle venait de l'homme qui attendait, patiemment, l'instant de refermer la porte. Il se rapprocha du centre de la pièce. Le revolver trouvé n'était pas celui qui a tiré. La blessure d'entrée, comme l'a discrètement confirmé le docteur Ashcroft, correspond à un calibre différent. Ce revolver a été pris dans le bureau, mais la véritable arme avait été subtilisée la veille. Poirot s'arrêta devant monsieur Gris.
Et comment l'a-t-on prise? En profitant de la confiance, en se faisant passer pour le médecin, une silhouette, un manteau, et surtout, une voix que l'on n'interroge jamais, celle d'un serviteur. Il marqua une pause. La tension était à son comble. Vous avez remplacé l'arme, monsieur Gris, et vous avez tué, non pas avec violence, mais avec la froideur de celui qui croit encore bien faire. Et cette froideur, enfin, commençait à se fissurer. Il n'y eut pas de cri, pas de déni. Monsieur Gryce se redressa lentement, lissant le pli invisible de son veston. Il regarda Poirot droit dans les yeux, puis baissa les paupières. « J'ai fait ce que je pensais juste, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas qu'il salisse ce qu'il restait. » Clara, pour la première fois, essuya une larme. Gryce ne tenta pas de fuir. Il ne chercha pas à se justifier. Lorsqu'il tendit les mains aux deux agents venus discrètement le chercher, il le fit avec une lenteur respectueuse, comme un homme qui savait depuis longtemps que ce jour viendrait. Poirot, quant à lui, restait immobile, les traits figés dans une expression que je n'avais que rarement vue chez lui, la tristesse d'avoir eu raison. « Il n'y a pas de joie dans la vérité, Hastings, » dit-il une fois seul. « Il n'y a que l'exactitude, et parfois cela suffit. » Highmoor Hall resta silencieux ce soir-là, comme si la maison elle-même, enfin, respirait autrement. Nous marchions lentement, Poirot et moi, sous une lumière incertaine, celle qui précède l'aube mais ne l'annonce pas encore. Le jardin de Highmoor était enveloppé d'une brume légère, presque irréelle, qui effaçait les formes sans abolir les souvenirs. Aucun mot n'avait encore été échangé depuis notre sortie du manoir. Les pas de Poirot crissaient doucement sur le gravier humide, et son regard se perdait par moments dans les massifs sombres. Il semblait sonder une mémoire enfouie dans chaque haie, chaque arbre, comme si le lieu même refusait de livrer tout à fait ses secrets. J'osai enfin rompre le silence. « Vous croyez qu'il regrette, Poirot? Mr. Gryce, je veux dire. » Il ne répondit pas tout de suite. Il se contenta d'observer un buisson de lavande grise. Puis, il murmura. « Le regret, mon ami, est une forme de lucidité tardive. Chez certains, il arrive trop tôt. Chez d'autres, il ne vient jamais. Chez cet homme, il est arrivé exactement au moment où il n'était plus utile. » Je sentis un frisson me parcourir, non de froid, mais de conscience. De cette prise de conscience douloureuse que la vérité, une fois révélée, n'apporte ni soulagement total, ni véritable victoire. Elle se contente d'être là, nue et indiscutable. Nous continuâmes notre marche sans hâte. La brume, elle, ne se dissipait pas. Elle flottait, immobile, comme une métaphore parfaite de ce que cette affaire avait laissé derrière elle. Je ne pus m'empêcher, à mesure que nous longions le petit étang, de penser à Mrs. Gryce, sa silhouette droite, son regard sans vacillement, sa manière de disparaître de la pièce comme on efface un mot sur une page trop pleine. Et pourtant, derrière cette discipline froide, j'avais entrevu quelque chose d'infiniment humain. C'était un homme digne, dis-je enfin à voix basse. Froid, oui, rigide, mais pas cruel. Il portait quelque chose. Poirot acquiesça d'un geste à peine perceptible. Il portait l'erreur d'un autre, celle d'un homme qui n'a pas su aimer à temps, ni reconnaître un enfant dans le regard d'une femme disparue. Gris a fait de cette douleur une mission, et comme toutes les missions nées du silence, elle l'a dévorée. Je sentis un nœud se former dans ma gorge. C'est affreux, tout de même. Il a vécu dans l'ombre, il a tué pour protéger cette ombre, et maintenant, il finit seul, brisé, arrêté, alors que d'autres, plus égoïstes, continueront de prétendre ne rien avoir su. Poirot s'arrêta. La compassion, Hastings, n'efface pas la justice, mais elle l'adoucit,
Et parfois, c'est tout ce qu'on peut offrir à ceux qui tombent en croyant servir le bien. Je regardais les rosiers morts sous la rosée. Ils avaient enfleuri autrefois, sans doute, et aujourd'hui, ils se taisaient, comme Gris, définitivement. Nous étions revenus près de la façade sud du manoir lorsque Poirot reprit la parole. Sa voix était lente, mesurée, comme s'il pesait chaque mot avec une infinie prudence. « Vous voyez, Hastings, la vérité ne guérit pas. Elle ne pense pas les plaies. Elle ne console pas, mais elle éclaire. » Il désigna la haute fenêtre donnant sur la chambre noire. Ce lieu, tant de choses y ont été tues. Mais ce matin, il est ouvert. La lumière y entre, même si elle révèle la poussière, les taches, les ombres sur les murs, elle est là. Et cela change tout. Je hochai la tête, sans vraiment savoir si je comprenais. Les cicatrices que la vérité laisse, dis-je doucement, sont peut-être les seules qui valent pas mieux que l'oubli. Poirot sourit. « Vous progressez, mon ami ?» Il ramassa une petite pierre, l'observa entre ses doigts, puis la jeta dans l'herbe. Les êtres humains veulent souvent enterrer leurs fautes, comme on enterre un objet dans un jardin. Mais la terre, Hastings, n'oublie pas. Un jour ou l'autre, la pluie revient, le sol s'effondre, et ce que l'on croyait enseveli refait surface. Je le regardais en silence. Ce n'était pas une morale, ni un verdict. C'était une simple loi du réel. Et cette loi, Highmoor Hall, venait de la rappeler avec une précision douloureuse. 2 jours plus tard, le manoir fut vidé de ses occupants. Clara était repartie à Londres sans un mot. Stephen, plus fébrile que jamais, avait signé les papiers de la vente avec une hâte que je trouvais suspecte. Miss Ellingham, elle, s'était enfermée dans son mutisme, refusant d'assister à la dernière réunion. Nous restâmes seuls, Poirot et moi, dans le grand vestibule désormais nu. Le silence n'était plus solennel, il était creux, comme si les murs eux-mêmes refusaient d'admettre leur soulagement. Je montai une dernière fois jusqu'à l'étage. La chambre noire, enfin débarrassée de son cadenas, s'ouvrit sans résistance. L'odeur y était différente. Moins de moisissure, plus de poussière. L'air s'était vidé du secret, mais pas de son poids. Je remarquai que les rideaux avaient été enlevés, le meuble photographique déplacé. Et pourtant, malgré cette nudité nouvelle, il subsistait une impression tenace, celle d'un lieu qui avait absorbé trop de silence pour redevenir neutre. Poirot me rejoignit. Cette pièce, Hastings, a été témoin de choses qu'aucune vente ne pourra effacer. On la repeindra. On y installera un nouveau mobilier, mais elle se souviendra. Je murmurai « comme nous ». Il acquiesça doucement. « Oui, mais contrairement à elle, nous ne sommes pas tenus de rester entre ces murs. » Et pourtant, en quittant la maison, je compris que quelque chose de moi y resterait toujours, piégé dans l'ombre d'un négatif jamais développé. C'est au moment de partir que je m'en aperçus. Dans mon carnet, j'avais noté avec soin le nombre de photographies trouvées dans la cachette. Il en manquait une, la dernière, celle où l'on voyait clairement l'enfant, les bras autour du cou de Gris, dans un jardin d'été. Je fis le tour de nos affaires, interrogeai Poirot. Il confirma. « Elle n'y est plus. Vous pensez qu'on l'a volée ?» Il haussa les épaules. « Peut-être, ou peut-être a-t-elle simplement disparu, comme tant de preuves essentielles dans des histoires où l'émotion dépasse la logique. » Je voulus insister. Poirot me coupa d'un ton doux. « Hastings, cette photo n'a pas disparu par hasard. Elle n'a pas été prise pour accuser, ni pour disculper. Elle a été prise pour être gardée. » Je fronçai les sourcils. « Par qui ?» Il me regarda, pensif. « Par quelqu'un qui avait besoin de se souvenir d'un instant de tendresse, et qui savait que cet instant n'existerait plus jamais
ailleurs que dans l'image. Nous quittâmes Highmoor en silence, mais je compris alors que certaines vérités ne cherchent pas la justice. Elles cherchent simplement à ne pas être oubliées, et cela, parfois, suffit. Dans le silence revenu de Highmoor Hall, ce ne sont pas les aveux qui résonnent, mais les silences trop bien gardés. Et vous, auriez-vous su lire dans les ombres du passé, sans vous y perdre vous-même? Si cette énigme vous a touché, liquez, commentez votre ressenti, et abonnez-vous, pour d'autres mystères, à élucider ensemble. Car parfois, ce que l'on tait murmure plus fort que 1000 vérités.